café et l'audition, s'il vous plaît. Alors, c'est une émission qui est préparée et présentée par l'association Evaléco et l'espace ouvert d'éducation populaire du Pays de Grasse. Ce soir, donc, nous sommes en présence de Marie-Do. Bonsoir. Bonsoir. Baptiste. Bonsoir. Élise. Bonsoir. Yann. Bonsoir. Bilal. Bonsoir. Lauriane. Bonsoir. Et moi, c'est Anne-Cécile. Bonsoir. Ce soir, on a décidé de vous parler d'électrosensibilité et Élise a potassé un peu le sujet pour vous. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu du coup ? C'est quoi l'électrosensibilité tout ça ? Alors, simplement. C'est vrai que c'est un mot qu'on entend de plus en plus. Alors pas forcément à la télé ou à la radio, mais un mot qu'on trouve de plus en plus dans les revues scientifiques, dans les magazines. Donc moi, je me rappelle la première fois que j'ai entendu ce mot. Je crois que j'étais dans le train. Je faisais un trajet Grasse-Nice et j'étais assise à côté d'une femme. J'ai sorti mon téléphone et elle m'a gentiment dit excusez-moi, mais vous pouvez ranger votre téléphone, je suis électrosensible. Et là, on s'intéresse, on se pose la question, mais qu'est-ce que c'est qu'une personne électrosensible ? Donc tout simplement, c'est une personne qui ne tolère pas aujourd'hui l'exposition aux champs électromagnétiques émis par son environnement. Donc qu'est-ce qu'on entend par champ électromagnétique ? Donc en fait, tout objet dispose d'un champ électromagnétique, donc c'est un ensemble de particules finalement chargées qui gravitent autour d'un objet, donc comme des électrons, des charges. Et la personne qui va être sensible, électrosensible, va être sensible finalement aux ondes émises par ce champ électromagnétique. Et du coup, ça se présente comment en fait quand on est électrosensible ? Est-ce qu'il y a des symptômes ? C'est quoi ? Alors, on a plein de boutons. Voilà, c'est ça. Ça se présente par des symptômes. Donc, les gens électrosensibles se plaignent de divers symptômes. Alors, il n'y a pas des symptômes précis. C'est des symptômes très variés qui varient en fait selon chaque personne. Donc, principalement, ces personnes se plaignent de problèmes cutanés, de problèmes cardiaques, de vertiges, de maux de tête, surtout de perte de mémoire. Ça va loin quand même en fait. De concentration, de fatigue, de nausées, de douleurs articulaires, c'est relativement vaste. Et ce qui est spécifique finalement, c'est que ce ne sont pas des symptômes spécifiques, c'est que ça varie d'une personne à l'autre. Et donc c'est vrai qu'il y a plein de symptômes. Comment on s'y retrouve du coup ? Est-ce que c'est une maladie qui va être reconnue ? Est-ce que du coup on arrive chez son médecin en disant j'ai des boutons, c'est mon téléphone. Comment ça se passe ? Pas totalement. Alors il faut savoir que dans certains pays c'est reconnu comme une maladie, mais pas dans tous les pays. En France par exemple, ce n'est pas reconnu comme une maladie. Disons qu'on est plutôt sur un handicap quand on évoque la Suède. La Suède reconnaît donc l'électrosensibilité comme un handicap. L'Angleterre le reconnaît plutôt comme une maladie. En France, c'est ignoré tout simplement par les pouvoirs publics jusqu'à ce qu'en fait on ait sorti un rapport de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail qui a évoqué donc son identité plus ou moins vaguement. Son identité dans le sens où c'est un problème qui existe. On a des symptômes, on a des personnes qui se plaignent, qui souffrent aujourd'hui. Donc depuis 2009 à peu près, on commence à reconnaître la maladie. D'accord. Moi j'aimerais bien savoir quelles sont les sources de ces champs. Les sources de ces champs. Oui. Par exemple, ça vient d'un téléphone, oui, alors d'un émetteur. Je vais simplement aussi compléter ma réponse que Anne-Cécile m'a posée. Qu'aujourd'hui l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, reconnaît donc cette pathologie comme justement maladie depuis décembre 2005. Donc c'est quand même quelque chose qui est retenu. Et on a aussi des statistiques qui montrent qu'on a ce genre de souffrance envers ces personnes-là. Donc je crois qu'il y a les associations. Aujourd'hui, les associations arrivent à donner un pourcentage de 3%, je crois, de la population en France. Ça représente beaucoup de personnes, en fait. 3% sur une population complète, non ? C'est effectivement pour quelque chose important. Qui a du mal à se faire reconnaître. Ouais, non, c'est pas mal. Et du coup, je reprends la question de Marie-Do parce que tu disais tout à l'heure, tous les objets produisent un champ électromagnétique, mais est-ce qu'il y en a qui sont plus forts ? Qu'est-ce qui est marquant dans ces champs ? Alors en fait, ce sera principalement, on va parler des appareils qui émettent des radiofréquences.
Et on distingue généralement 2 types de fréquences, donc les basses fréquences et les hautes fréquences. Tu peux nous donner des exemples, hein? Donc pour les basses fréquences, donc on est donc sur l'unité hertzienne, donc tous les appareils émises par toutes les ondes électromagnétiques émises par les lignes électriques, par exemple les lignes haute tension, ou simplement le câblage d'une habitation, le câblage électrique de toute une habitation. Donc ça, on fait référence aux basses fréquences. Et sur les hautes fréquences, du coup, on a aussi donc les hautes fréquences qui concernent plutôt les technologies sans fil, donc plutôt la téléphonie, le Wi-Fi pour l'internet et les antennes relais, les micro-ondes, les fours, enfin tout appareil domestique finalement à la maison. Mais comment on peut s'en protéger ? C'est une bonne question. Aujourd'hui, étant donné que c'est quand même quelque chose qui est reconnu, on préconise justement donc pour les personnes qui souffrent d'électrosensibilité de s'en protéger, tout simplement en éliminant au plus les appareils électroniques de chez soi. Tout simplement couper la Wi-Fi et plutôt passer par un câble Ethernet tout simplement, ou à l'inverse, au lieu d'utiliser un téléphone portable, plutôt utiliser le téléphone fixe. On peut également, je sais qu'il y a des systèmes de blindage pour tous les réseaux électriques domestiques, où on va gainer ou blinder son réseau électrique, et puis se séparer autant que possible de tous ces appareils électroniques, fours micro-ondes, etc., télé. Je crois également que même pour les lampes, je crois qu'il y a des lampes qui sont plus ou moins, des ampoules qui sont plus ou moins tolérées ou non par ces personnes-là. Par exemple, avec son téléphone portable, au lieu de l'avoir directement à l'oreille, si je comprends bien, si on avait juste des écouteurs qui le reliaient, qui a les kits main libre, tout simplement. Donc, c'est ce qui est préférable, c'est quand même de s'en séparer directement et de passer. Pardon. On peut en guérir ? Est-ce qu'on peut en guérir ? C'est une bonne question. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas non plus. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de consensus aujourd'hui sur le fait que ce soit une maladie. Pas de consensus parce que, à proprement parler, scientifiquement, on n'arrive pas à trouver de lien, de cause à effet entre ces pathologies, ces symptômes et l'exposition aux ondes électromagnétiques. Donc, est-ce qu'on peut en guérir ? Je pense pas qu'on ait assez de recul aujourd'hui parce que c'est quand même un phénomène relativement nouveau. Donc, je sais pas si on a assez de recul pour savoir si on peut en guérir, mais en tout cas, on peut s'en protéger, comme je disais, par divers moyens au quotidien. Et Élise, tu disais donc qu'il y a des ondes partout, alors c'est horrible. Alors non, officiellement, il n'y a pas des ondes de partout. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les zones blanches. Ce sont des zones finalement qui ne sont pas exposées à ces ondes électromagnétiques et qui ne sont pas du tout soumises à des champs électromagnétiques. Donc ces zones blanches, elles existent, elles sont pas répertoriées, elles sont pas cartographiées officiellement, mais bien sûr qu'elles existent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'État s'est mis comme objectif aujourd'hui de parvenir à 0 zone blanche d'ici mi-2017 à peu près. Donc son objectif, c'est vraiment de couvrir absolument tout le territoire de la téléphonie mobile. Et du coup, ça pose quand même un sacré problème. Donc c'est vrai, nous on parle toujours de développement durable et notamment du principe de précaution. Oui. Ces zones blanches, ce serait des refuges pour les personnes électrosensibles. C'est vrai que si on est entouré d'ondes, tout simplement, où est-ce qu'on peut aller justement éviter tout ça ? Où est-ce qu'on peut baisser un petit peu les batteries quand on commence vraiment à être particulièrement atteint et donc avoir des symptômes assez lourds En fait. Je pense que l'État part du fait qu'il n'y a pas vraiment de consensus sur le fait que les personnes électrosensibles sont des personnes malades. Et
Enfin, c'est problématique du coup, parce que c'est vrai qu'on comprend aussi le fait que ça soit intéressant, que son portable capte partout, qu'on puisse avoir accès à Internet facilement. Mais du coup, oui, pour ces personnes électrosensibles, c'est un vrai problème. Oui, c'est un vrai problème, parce que même s'il n'y a pas vraiment de consensus, on peut quand même clairement se douter que les ondes, sur le long terme, ne sont pas forcément bonnes pour notre santé, qu'il n'est pas impossible qu'il y ait un certain nombre de lobbying qui existent, qui pourraient plus ou moins freiner ces études-là. Et au nom de ça, oui, clairement, je pense qu'il est pas mal intéressant de trouver des solutions pour ces personnes malades. D'ailleurs, il me semble que l'année dernière, il y a une loi qui est passée, la loi Abeille, qui interdisait la mise en place de toute borne Wi-Fi dans les crèches. Donc ça montre bien que l'OMS sur l'OMS qui reconnaît donc il y a l'OMS les personnes électrosensibles. Clairement, mais donc ça montre bien que finalement entre l'OMS et la France, il y a pas encore une certaine harmonie en fait de la mise en place de lois qui permettraient donc de protéger ces personnes-là, et notamment avec la volonté de faire disparaître les zones blanches dont on parlait précédemment. C'est grave. Je sais pas, les choses commencent quand même à bouger. Il y a un certain nombre de projets qui se montent. Faut peut-être laisser le temps à ce que les personnes soient de plus en plus sensibilisées à cette question-là, parce que c'est vrai que c'est encore relativement nouveau. Et c'est aussi pour là qu'on est là, hein. C'est pour ça qu'on est là. Oui, bien sûr. Il y a un certain nombre d'études qui ont été menées. Je pense qu'Élise pourra nous donner plus de détails là-dessus, mais certaines conclusions de ces études-là nous disent qu'il n'y a pas de corrélation. D'autres nous disent qu'il y en a. Je sais pas si tu peux compléter là-dessus, mais c'est vrai que ce qui revient de plus en plus, c'est que on ne peut pas en prendre en compte l'effet direct, que ce soit les ondes électromagnétiques qui ont un effet négatif sur la santé de quiconque, mais c'est plutôt un panel de paramètres environnementaux qui aboutissent à ces symptômes. Donc on peut pas prendre en compte uniquement ces ondes, mais aussi par exemple plus généralement des facteurs environnementaux, donc comme la qualité de l'air, des espaces bruyants, le fait que la personne soit dans un environnement de travail aussi soumis à d'autres pollutions internes dont elle n'a pas forcément connaissance. Et c'est peut-être plutôt donc dans ces revues, dans ces consensus, que c'est un ensemble de ces facteurs qui contribuent à ces symptômes. Mais ce qu'il faut savoir aussi, je rebondissais sur ce que tu disais, qu'il n'existe pas aujourd'hui de choses mises en place. Par exemple, en Autriche et en Suède, il existe des zones de refuge pour accueillir ces gens-là. Et en France, ça n'existe pas, mais il y a un projet dont les gens ont peut-être entendu parler, le projet d'Urbon, qui se situe dans les Hautes-Alpes. Donc un projet potentiellement de zones de refuge pour ces personnes-là. Oui, clairement, il me semblait d'ailleurs qu'ils étaient en pourparlers avec les opérateurs de la téléphonie mobile pour essayer justement de garder cette zone blanche et permettre aux personnes électrosensibles de venir se ressourcer et puis de faire baisser le taux finalement de champs électromagnétiques dans leur corps. Donc voilà, on a fait un grand point sur les électrosensibles. Vous êtes sur Agora Côte d'Azur et je vous propose d'écouter les informations régionales. Vous êtes bien sur Agora Côte d'Azur et c'est la deuxième partie de notre émission. Un café l'audition présenté par l'association Evaleco et l'espace ouvert d'éducation permanente du Pays de Grasse, en présence de Marie-Do, de Baptiste, d'Élise, de Yann, de Lauriane, Bilal et moi-même Anne-Cécile. Deuxième partie, et Yann vient nous parler d'espace public. Mais je ne suis pas tout seul à vous en parler parce que je suis avec Baptiste qui pratique le parcours. Donc pourquoi on a voulu parler de ce sujet tout d'abord parce que Baptiste pratique le parcours, donc il pratique les espaces publics, mais pas que. On va en parler tout à l'heure. Et ensuite, parce que à Evaleco, on mène des actions sur l'espace public dans le cadre de nos stages et services civiques, dont les incroyables comestibles, et on va aussi en parler. Donc voilà, on s'est un peu questionné sur cette question. Déjà, on va juste poser les choses. C'est quoi un espace public ? Alors, qu'est-ce qu'un espace public ? Donc tout d'abord, c'est pas évident à définir. Il n'y a pas de définition claire et consensuelle sur la question. Par opposition, un espace public, c'est tout ce qui n'est pas privé. D'accord. Forcément. C'est un bon point. Voilà.
Après, ce qu'on peut dire, c'est que le droit français ne reconnaît pas vraiment la notion d'espace public. Il parle plus de domaine public. Donc c'est assez vague. Et pour définir un espace public, on peut plus raisonner en termes d'exemples. Donc on peut parler de places, on peut parler de jardins. Les ruelles, les jardins publics... tous les espaces collectifs au final où on peut se retrouver tous ensemble. Et le système de voirie pour se déplacer aussi, il me semble, pour connecter justement. La route aussi est un espace public, mais plutôt quand on est en voiture, mais sinon. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est avant tout un espace de rencontre, d'échange, de débat, d'interaction sociale, d'expression à la base. Et on s'est rendu compte que peu à peu, cette notion était un peu oubliée par les aménageurs que nous sommes. Alors, aménageurs. Aménageurs, j'entends. Je crois que c'est le bon moment pour dire qu'est-ce que tu as fait comme études. Voilà, donc avec Baptiste, on a fait des études d'urbanisme. Et voilà, alors du coup, votre point de vue sur justement l'espace public qui devient juste une zone de transition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, parce qu'on en a discuté pas mal et voilà, vous êtes arrivé à un point de vue qui est assez intéressant du coup. Voilà, donc nous en fait on s'est rendu compte que les espaces publics aujourd'hui, leur réaménagement en tout cas, était fait de telle manière à ce que ça limite en quelque sorte par l'aménagement les actes délinquants. Donc avant tout sécuriser un espace public. Donc ça c'est pas forcément négatif, je pense. Ça part pas d'une volonté négative, mais ça crée des effets pervers. Des conséquences auxquelles on s'attendait pas. Des conséquences auxquelles on pouvait s'attendre, mais qu'on n'a pas pris en compte. Alors, par exemple, on va y venir justement, et ça mène finalement à une espèce de standardisation des espaces publics qui se passe vraiment la même chose sur toutes sortes d'espaces publics et ça tue en quelque sorte la vie sur un espace public, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu là derrière, c'est que si les espaces publics, comme on disait, c'est pour s'exprimer, se rencontrer, faire tout plein de choses qu'on aime en tout genre, mais que ces espaces-là, on s'y sent plus assez bien parce que justement, il y a ni un banc, il y a tout qui est lisse, il y a pas de recoin sympa où on a envie de se poser avec ses amis, etc. Et que c'est tout uniformisé. On n'y fait que aller d'un point à un autre, style on va du boulot à la maison, mais on peut plus vraiment s'y attacher. Ça devient trop des espaces qu'on va traverser, mais où on va pas avoir ces interactions sociales qu'on aurait pu avoir auparavant sur les espaces publics. Donc tu trouves que c'est difficile de créer du lien dans ces conditions? Tout à fait. C'est exactement ça, là, c'est toute notre problématique. Ouais. Et c'est pas lié à la modernité de l'urbanisme, justement? Ça fait partie d'un des courants de l'urbanisme. Il y a une idéologie derrière aussi, quoi. L'enjeu aussi, c'est que on parle souvent d'une société individualiste de nos jours, où on est de plus en plus chacun un peu pour soi, chacun chez soi. Et ça vient tout à fait dans cette tendance-là, quoi. C'est que du coup, il y a plus d'espace pour se rencontrer et tout doit être prévu à l'avance. Et on perd beaucoup notamment de poésie du quotidien, puisqu'on n'a plus ça, et de créativité, de rencontres, et on reste plutôt dans ces petits trucs à soi qu'on a prévus. Élise, tu voulais intervenir? J'ai une petite question, oui. Justement, le nouveau projet qui s'est créé à Nice, la fameuse coulée verte dont on entend parler, il y a quand même, pour le coup, toutes sortes d'aménagements qui ont été prévus et qui ont favorisé les gens à sortir, à se rencontrer, à partager des activités sur cette place. Donc il y a aussi un contre-courant, une uniformisation pour moi. Enfin, en tout cas, cet espace-là à Nice est au contraire un véritable espace d'échange aujourd'hui. Peut-être qu'il y a une volonté politique de revenir en arrière sur ce point, tout simplement. Parce qu'on a beaucoup à gagner, effectivement, à refaire du lien, à se réapproprier l'espace. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, parce que ça me rappelle en fait les jardins à la française du temps de Louis XIV, par opposition au jardin à l'anglaise, qui était un peu foufou, alors que le jardin à la française, tout est tracé, et c'est comme ça c'est dans cette vue qu'ont été tracés les jardins de Louis XIV à... Et effectivement, du coup, on verra juste après la pause musicale Lauriane qui va nous présenter une initiative qu'on porte sur le territoire et qui est vachement sympa. En attendant, je vous propose d'écouter Reportage de l'artiste L'Inconsolable. Vous êtes bien sur Agora Côte d'Azur.
Donc troisième partie de l'émission et comme je vous ai promis, effectivement, Lauriane vient nous présenter son projet sur les incroyables comestibles. Qu'est-ce que c'est les incroyables comestibles ? En fait, les incroyables comestibles, c'est un mouvement qui se diffuse de plus en plus dans le monde, beaucoup en Europe, mais bientôt partout dans le monde, j'espère, parce que c'est un moyen de se réapproprier l'espace public, de créer du lien social et de partager plein de connaissances autour d'un jardin collaboratif. Donc en fait, le principe, il est tout simple, c'est de planter partout là où c'est possible des légumes, des plantes aromatiques, des fruits et même des fleurs comestibles. Et d'entretenir ce jardin donc de manière collaborative, chacun à son gré, quand il le souhaite, selon ses moyens. Et tous les produits issus de ce jardin potager sont à partager, sont disponibles pour tous. Donc chacun peut venir librement se servir selon ce dont il a besoin. Et voilà, donc c'est ça le mouvement des incroyables comestibles. Et les affiches sont là pour faire connaître le mouvement. À chaque carré potager, il y a une affiche qui indique nourriture à partager, servez-vous librement, c'est gratuit. Donc si je passe, je vois une fraise, je peux grignoter au passage, faire attention, enlever 2-3 petites mauvaises herbes, faire tout attention à fait, aussi à ce que ça aille bien. C'est le but, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que le mouvement va créer du lien social, c'est comme ça qu'on rencontre des personnes sur l'espace public. Donc ça fonctionne comme un bien commun en fait. Tout à fait, oui. Et vous pensez installer ça où alors ? Alors du coup, il y a eu une première initiative, il me semble, en centre-ville de Grasse, et on est en train de construire des bacs déjà pour un jardin partagé au niveau du 23 route de la Marigarde. Et vous êtes tous invités à venir jardiner avec nous, faire ces bacs, voir les plantes pousser, goûter un petit peu ce que ça peut donner. Et ces incroyables comestibles, voilà, c'est comme Lauriane disait, c'est un mouvement qui est national, international, mondial. Donc vous êtes tous invités effectivement à faire de même et à partager aussi cette idée. À quelle adresse, Anne-Cécile, exactement ? Alors c'est 23 route de la Marigarde à Grasse, c'est à côté donc de la gare SNCF. Et effectivement, on fait beaucoup d'activités à accès libre et à prix libre pour que tout le monde puisse se le permettre. Voilà, donc les incroyables comestibles. Et du coup, je vous propose aussi d'écouter un petit peu Baptiste. On parle de réappropriation de l'espace public. Baptiste qui fait du parcours, qui est bien dans cette problématique-là, du coup. Oui. Tu nous présentes un petit peu ce que c'est le parcours ? Oui, alors le point commun entre le parcours et les incroyables comestibles, c'est donc cet espace qu'on partage, donc cet fameux espace public, et ça repose sur la notion de confiance. Alors donc qu'est-ce que c'est le parcours exactement ? C'est une discipline sportive qui a émergé au début des années 90 avec son fondateur David Bell ainsi que les Yamakasi aussi, dont est tiré un film qui vous parlera peut-être. Mais là, le nom de la discipline, donc c'est le parcours, qui s'écrit PARKOUR. Si vous voulez faire des recherches après, c'est pour se démarquer un peu. Et donc en gros, ça consiste à bouger librement dans n'importe quel environnement. Alors souvent c'est plutôt en ville, donc c'est voilà, grimper des murs, sur des toits, sauter d'un toit à un autre. Bon, c'est un peu les clichés, mais au fond c'est une philosophie là derrière, c'est de se dire j'ai envie d'être libre, mon corps me donne des capacités de grimper, de saut, d'explorer, et c'est mettre ça en pratique en fait. C'est un peu renouer avec son âme d'enfant. Vous savez, quand on a tous vous pouvez justement explorer, sauter dans une flaque, grimper un petit muret, et on retrouve ce même esprit et ce même instinct et donc ça fait d'espace public un terrain de jeu absolument génial et quasi illimité, j'ai envie de dire, parce que le nombre de barrières, rebords, arbres sur lesquels on peut sauter en tant que traceur, donc pratiquant du parcours, donc c'est assez important. Donc voilà. Et en faisant attention aux petites fraises qu'aurait pu, par exemple, planter Lauriane pour le bien de tout le monde. Tout à fait. Alors, justement, j'ai pensé à ces fraises. Alors, il y a donc derrière le parcours, ça s'apparente plus à un art martial. C'est une vraie discipline. C'est pas juste un sport. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une philosophie derrière importante et une valeur très importante, c'est le respect. Donc ça, évidemment, le respect de soi. Donc c'est s'entraîner sans se blesser. Donc c'est pas faire des sauts n'importe comment pour impressionner les gens, contrairement à ce que certains médias pourraient
diffuser. Le parcours, c'est prendre soin de soi, prendre soin des autres aussi. Il y a une communauté d'ailleurs dans le parcours qui est très soudée. Et c'est aussi prendre soin de l'environnement et donc évidemment l'environnement, comme c'est notre terrain de jeu, on n'a aucun intérêt à l'abîmer, mais plutôt à le respecter et à faire connaissance aussi des gens qui font pas de parcours. Mais du coup voilà, nos voisins. Moi, ça m'est arrivé à Montpellier. Quand j'ai commencé le parcours, je m'entraînais beaucoup là-bas et j'explorais pas mal de toits et j'ai rencontré pas mal de gens en montant sur leur résidence qui m'ont dit c'est rigolo, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous faites là et c'est ça qui est intéressant, c'est là ça va au-delà de l'espace public, hein, c'est pour montrer le parcours a un côté un peu subversif et politique aussi, et d'ailleurs c'est aussi ça qui me plaît, mais pour dire c'est qu'on soit dans l'espace public ou voire même des fois on marche un peu sur l'espace privé, mais l'important c'est que les traceurs, la philosophie du parcours est assez bienveillante au fond, c'est être libre, être capable, donc on a une des devises, c'est être fort pour être utile. Ça fait c'est un peu comme les pompiers quoi, en quelque sorte. Je sais grimper, je passe mon temps à m'amuser, mais voilà, ça m'est déjà arrivé de passer du 7e au 6e pour ouvrir la porte bloquée d'une grand-mère ou des choses comme ça. On peut se rendre utile, voire même je sais pas moi, s'échapper si j'en sais rien, moi je suis menacé ou je ne sais quoi. L'art de prendre la fuite. C'est comme les arts martiaux, il y a le côté ok, on s'entraîne et c'est pour on se sent bien, etc. Mais c'est aussi pour être utile aux autres quoi. Et c'est pour ça que quand cette bienveillance prend place en plus dans un espace public, ça rejoint un peu aussi les incroyables comestibles, tout comme d'autres formes d'appropriation. On est là dans un espace où on partage tous, on peut se rencontrer et on apporte quelque chose de positif. Le street art par exemple. Alors le street art pose toujours des questions légales sur est-ce que taguer taguer n'importe où, effectivement c'est une forme de vandalisme, et la question du coup va plus loin que juste la question juridique, parce que le street art c'est une véritable forme d'expression graphique. On a tous vu au moins une fresque qui nous a époustouflé, qui est en trompe-l'œil ou bien qui est en lettrage absolument fabuleux, et du coup quand commence le vandalisme et quand commence l'art, justement sur cette question de réappropriation des espaces publics, parce que on a des artistes comme Banksy qui effectivement aujourd'hui sont reconnus mondialement comme des artistes très prolifiques et qui ont une véritable vision alternative du monde qui est très très communicative. Je dirais même qu'il est très bien coté, Banksy. Du coup, non seulement c'est pas du vandalisme, c'est paradoxal en plus, mais c'est de l'or en fait. Même s'il fait n'importe quoi, il fait une spirale sur un mur, ça vaut cher parce que c'est Banksy. Et du coup, ça a été complètement récupéré par le système. mais c'est bien si on partage. Mais c'est bien si on partage. Mais c'est intéressant, c'est de voir que l'espace public, ça peut donner lieu à justement à des nouvelles formes d'expression. On essaie des choses qu'on partage, que ce soit artistique, que ce soit plus éphémère si c'est un sport, que ce soit le skate, le parcours, tout ça, ou les incroyables comestibles. Mais dans certains cas, on voit que ça peut être récupéré et finalement on perd beaucoup de valeurs qu'on avait au début. Par exemple, on parle de certains artistes, Banksy qui est coté qui est pas coté en bourse, mais qui a une cote importante dans le marché de l'art. Ça perd totalement le côté subversif, anti-système, et c'est un peu pareil pour le parcours. D'ailleurs, le morceau qu'on écoutait juste avant de l'Inconsolable, qui parle d'une compétition qui ne fait pas du tout l'unanimité des gens qui font du parcours. C'est pareil, ça a été récupéré, c'est une sorte de compétition un peu show à l'américaine avec des sponsors et tout, mais c'est pas du tout l'esprit de base. Et ça peut arriver à pas mal de disciplines comme ça, qui sont à la base un peu subversives dans l'espace public, mais bienveillantes. Et du coup, pour les faire rentrer dans l'ordre, ça s'institutionnalise et ça devient un petit peu un truc plutôt commercial, quoi. Voilà, donc défendons nos valeurs et notre authenticité. Restons subversifs. Oui. Et je vous propose du coup de faire le point sur l'agenda des Valéco et de façon un peu plus large, l'agenda Tetris, pour faire du lien et pour venir justement discuter autour de cet espace commun que nous gérons ensemble. Je vous propose de nous retrouver donc le samedi 18 pour un marché libre et une mini fête du libre, donc de 9h30 à 13h30. Vous pourrez retrouver des plans bio, des ordinateurs reconditionnés
cuisiner, de l'éco-numérique et plein d'autres produits en fait du territoire, des structures de l'ESS. Donc retrouvez-nous au 23 route de la Marigarde à Grasse, à côté de la gare SNCF. L'entrée est libre et venez vraiment découvrir. Vous avez plein d'ateliers aussi qui vous sont proposés, comme le Fab Lab qui a ouvert en Pays de Grasse. Attention, super. Ça fait une semaine qu'on a un Fab Lab et on est très fiers. Et ça commence à bouger dans tous les sens. Donc je vous encourage vraiment à venir. L'entrée est libre, à prix libre. Donc venez au même lieu pour le Fab Lab. Vous retrouverez aussi ce jour-là l'espace Café Contact, le Café Couture, les ateliers informatique solidaire, les ateliers réparation vélo et les Repair Café. Je vous invite aussi le dimanche 12 à une journée végétale, donc au même lieu. Entrée libre et prix libre à partir de 10h. Donc vous aurez l'occasion de pouvoir participer à un atelier cuisine végétalienne. À 14h, il y a un repas partagé. À 14h, une conférence santé, les bienfaits du végétarisme, avec le docteur Rebecca Sioux. Et je vous propose de 15h30 à 16h30 un atelier sport et végétalisme avec Baptiste. Alors, justement. Voilà, parce que je parlais de parcours, si vous voulez découvrir, c'est l'occasion ce dimanche. Je ferai une petite démonstration, initiation pour les curieux. Vous êtes les bienvenus. Et à 16h30, de 16h30 à 18h, la projection du film dont on a beaucoup parlé, donc Cowspiracy. Donc je vous invite du coup le dimanche 12 juin, comme je disais, au 23 route de la Marigarde. Donc c'est un partenariat Tetris, l'association végétarienne de France et Valéco. Je vous invite aussi à participer au jardin participatif que vous pourrez trouver sur ce lieu. Dans l'idée des incroyables comestibles, on a fait plein de chantiers participatifs pour construire des bacs, pour jardiner ensemble. Et c'est l'occasion justement d'entendre parler, d'être directement dans la dynamique des incroyables comestibles. Je vous dis merci et je vous souhaite une très bonne soirée. Vous êtes sur Agora Côte d'Azur. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.